Bismillahirrahmanirrahim. Alors, on va commencer le quatrième cours. Avant cela, on va faire une petite révision sur ce qu'on a vu la dernière fois, le troisième cours. Alors, on avait vu surtout donc, les cellules sanguines, hein, d'accord? Là, c'est un frottis sanguin, c'est une goutte de sang qui est étalée entre l'âme et la mêle. Alors, on voit ici les globules rouges, on voit les plaquettes, et on voit les différentes globules blancs, les lymphocytes, les monocytes, les polynucléaires neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Alors, les différentes cellules, on a commencé par les monocytes. Alors, les monocytes qui vont se transformer en macrophages. Dans le sang, ils sont des monocytes inactifs, donc non fonctionnels. Quand ils sont stimulés, ils vont passer dans le tissu, ils deviennent des macrophages qui vont permettre la phagocytose. Alors, ces macrophages, donc, qui se trouvent dans les tissus, ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. On a dit qu'elles vont digérer le micro-organisme, elles vont le découper en petits morceaux et ils vont le faire sortir à l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. Ça s'appelle la présentation. Et le macrophage, c'est une cellule présentatrice d'antigènes, c'est une CPA. Leur rôle, c'est le nettoyage de l'organisme, donc des cellules apoptotiques, des cellules nécrotiques, etc., des micro-organismes externes, d'accord? Et les macrophages, c'est ça leur nom dans les différents tissus de l'organisme. Alors, la phagocytose, on a dit qu'il y a 4 étapes. Il y a l'adhésion du microbe sur le macrophage et l'absorption, donc ça rentre à l'intérieur. La digestion, donc ça, dans un phagolysosome, il y a la dégradation du microbe et le rejet vers l'extérieur des débris, c'est la 4e phase. Troisième type de cellules, ce sont donc les cellules dendritiques. Ce sont des cellules qui possèdent des tentacules qui vont attraper donc le micro-organisme. Ils sont surtout au niveau des tissus, au niveau de l'épiderme, aussi au niveau du thymus, d'accord. Elles ont un rôle myéloïde et lymphoïde, comme c'est dans la figure 6. Et ces cellules, ces cellules dendritiques, ces CD, elles sont phagocytaires, elles vont attraper le microbe, elles vont l'internaliser, phagocyter, le dégrader et le faire sortir à l'extérieur dans une molécule de CMH de classe 2. Ça, c'est une photo d'une cellule dendritique avec ces dendrites qui vont attraper les micro-organismes. Alors, le micro-organisme, il rentre par une plaie, alors il traverse la peau, il est attrapé par ces cellules dendritiques, donc il est digéré, en même temps, il est transporté vers des ganglions lymphatiques. C'est là où va se passer la réaction immunitaire spécifique. Alors, ces cellules dendritiques vont présenter l'antigène au lymphocyte T qui va démarrer la réaction immunitaire spécifique. D'accord? Bon, là, c'est les différentes cellules. Alors, 5e type de cellules sont donc les polynucléaires ou bien les granulocytes. Alors, on a 3 types. On a les neutrophiles, les basophiles et les acidophiles. Alors, c'est ça leur schéma. D'accord? Alors, les polynucléaires sont les cellules les plus nombreuses des globules blancs. Ils représentent entre 40 et 75% des globules blancs. Elles ont un rôle surtout phagocytaire et elles sont attirées par les chimiokines, par chimiotactisme. Vous avez les acidophiles, les polynucléaires acidophiles ou éosinophiles, d'accord. Elles ont surtout un rôle antiparasitaire, donc elles vont participer dans la destruction des parasites. Les polynucléaires basophiles, elles ont un rôle dans la réaction inflammatoire, dans les allergies, d'accord. Et enfin, donc vous avez les mastocytes. Alors les mastocytes qui ont un rôle surtout, ils libèrent de l'histamine et de l'héparine, et ils ont un rôle important surtout dans les allergies, un rôle principal dans les allergies et dans le déclenchement de la réaction inflammatoire qui participe dans la dégradation
du microbe. Alors, ces éosinophiles, ces mastocytes, pardon, ils vont fixer les immunoglobulines E, hein, ces immunoglobulines E qui vont se fixer sur des allergènes, et bien sûr, quand ils vont se fixer sur les mastocytes, ça va faire une dégranulation de ces mastocytes, ce qui fait qu'il y aura une destruction de ces allergènes. Et enfin, vous avez les natural killers, les cellules NK, qui sont des cellules naturellement tueuses, et elles ont la possibilité de repérer donc les cellules qui sont anormales, hein, d'accord? Là, c'est une cellule anormale. Ils se fixent sur la cellule normale par deux récepteurs, un récepteur activateur et un récepteur inhibiteur. Quand il y a une cellule qui est anormale, ça veut dire une cellule qui ne possède pas de CMH de classe 1, hein, l'activateur, donc le récepteur activateur va activer la libération des granules, des natural killers, ce qui permet la destruction de la cellule anormale. D'accord? Alors là, c'est un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière fois dans le 3e cours. Maintenant, on va commencer le 4e cours avec l'inflammation. Alors, l'inflammation, c'est un phénomène qui est très important dans la réaction immunitaire. Elle va permettre l'accumulation des cellules immunitaires qui viennent de l'ensemble du corps dans la région qui est infectée. Donc, dans la région qui est infectée, donc, il y a les cellules immunitaires qui vont venir dans cette région qui est infecté par un micro-organisme. Alors, lors d'une entrée d'un micro-organisme dans le corps, hein, on va voir ça en détail dans un TD, hein, vous avez donc un appel des cellules immunitaires. Hein, donc, il y a une accumulation des cellules immunitaires dans la région où il y a l'infection, dans la région où il y a le micro-organisme. Alors, le but de cette inflammation, c'est d'une part l'augmentation du flux sanguin dans la zone infectée. Bien sûr, dans la zone infectée, il faut qu'il y ait, vous avez donc un microbe qui rentre, il va commencer à se multiplier, donc il a besoin d'avoir de nombreuses cellules, donc des milliers de cellules immunitaires qui vont essayer de le détruire. C'est pour ça qu'il y a une augmentation du flux sanguin dans cette zone-là qui est infectée, avec une augmentation de la perméabilité des cellules capillaires. Alors les capillaires où circulent le sang et les globules blancs, il y aura une augmentation de la perméabilité de ces capillaires, ce qui va permettre la sortie du plasma et la sortie de macromolécules hors des capillaires vers le milieu de l'infection et l'acheminement des médiateurs immunitaires vers le lieu de l'infection. Troisième chose qui se trouve dans l'inflammation, qui caractérise l'inflammation, c'est la pénétration des leucocytes dans le tissu par diapédèse. Alors, donc cette pénétration des leucocytes dans le tissu par diapédèse, il en résulte une chaleur, une douleur, un gonflement du tissu et une fièvre. D'accord? Alors, on va voir un schéma de cette inflammation. Vous avez ici une coupe d'un tissu, hein, là où vous avez une déchirure, une blessure, hein, bien sûr la peau elle est déchirée, l'épiderme elle est déchirée, et il y a une entrée de bactéries ici à l'intérieur. C'est la première phase, numéro 1. Alors, deuxième phase, c'est que ces bactéries vont se multiplier. Quand ils vont se multiplier, il y a une détection de ces micro-organismes par les mastocytes qui vont libérer des médiateurs chimiques, hein, d'accord? Vous avez également, troisième chose, il y a des macrophages qui vont attraper ces micro-organismes, ils vont libérer également des médiateurs chimiques. Et enfin, vous avez aussi des cellules dendritiques, comme on a dit tout à l'heure, qui vont donc attraper certains de ces micro-organismes et après pour déclencher la réaction immunitaire spécifique plus tard. Alors, dans la première étape, vous avez donc détection des mastocytes, donc ils détectent les micro-organismes avec les macrophages. Les mastocytes vont libérer de l'histamine, donc des médiateurs chimiques, des prostaglandines. Alors, les prostaglandines qui vont donner la fièvre. On va sentir la fièvre et une augmentation de la température. Donc, il y a une petite fièvre qui va
ou une grande fièvre, ça dépend de l'état de l'inflammation. Alors, l'histamine et aussi certains chimiokines vont faire démarrer l'inflammation par une augmentation du flux sanguin. Vous voyez ici le capillaire qui était comme ça. Quand il y a une augmentation du flux sanguin, le capillaire, il va devenir plus large. C'est une augmentation du flux sanguin. C'est l'augmentation du flux sanguin qui fait élargir le capillaire, avec une rougeur parce qu'il y a plus de globules rouges et une chaleur parce que le sang, il est chaud, il est à 37 degrés. Ça veut dire qu'on va sentir une chaleur dans l'endroit qui est inflammé. Donc, après ça, vous avez donc chimiotactile, ce qui fait que vous avez donc des globules blancs, surtout des polynucléaires neutrophiles, et aussi des macrophages qui vont donc se diriger et venir vers la paroi pour sortir de la paroi. Alors là, il y a une augmentation de la perméabilité des capillaires, ce qui fait que vous allez avoir une sortie des globules blancs, surtout des polynucléaires neutrophiles et aussi des macrophages. Et cette sortie de ces globules blancs par diapédèse, après, donc, vous avez aussi donc, les monocytes qui vont sortir pour donner les macrophages. Et vous avez aussi les granulocytes qui vont sortir, surtout les polynucléaires neutrophiles. Et il y a une sortie du plasma, ce qui fait que l'endroit, il va y avoir un œdème, il va gonfler parce qu'il y a une exsudation plasmatique, une sortie de la plasma qui va donc gonfler le tissu qui est inflammé. Alors, ce gonflement du tissu va donc tirer sur des fibres nerveuses sensitives, ce qui va donc donner la douleur avec l'histamine et la prostaglandine, ce qui va donner la douleur. Alors ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir donc les plaquettes qui vont venir pour pour souder un peu la blessure et pour arrêter le sang. Donc ça, c'est rapidement le schéma de l'inflammation. On va revenir à ça plus tard dans un TD. Alors, vous avez donc ces éléments, donc les mastocytes, les macrophages et cellules dendritiques vont libérer des chimiokines qui sont des cytokines, des molécules qui vont permettre participer dans le processus d'attraction chimique des cellules immunitaires vers le site de l'inflammation. Alors, ces chimiokines vont faire attirer ces cellules immunitaires vers l'endroit qui est infecté. D'accord? Alors, donc il y a ici une animation. Bon, malheureusement, je vais vous la donner, cette animation, je vais vous la donner dans l'annexe et je vais vous indiquer pour aller la chercher dans l'annexe, et parce que ça ne marche pas avec ce système-là. Alors, vous pouvez la visualiser, cette animation sur le chimiotaxisme et le déplacement des cellules immunitaires vers l'endroit qui est infecté. Alors, exemple de ces substances chimiotactiques, vous avez donc le complément actif C3A et C5A. Donc, ce sont des composants du complément qu'on va vous en parler un peu plus loin, donc par la suite dans le cours. Ce sont des molécules qui attirent les macrophages, les polynucléaires et les mastocytes vers l'endroit qui est infecté. Alors, vous avez ici une cellule. Quand il y a un signal de danger, il y a différentes substances chimiques qui sont sécrétées, ce qui va permettre de démarrer une réaction immunitaire non spécifique et d'attirer les cellules immunitaires vers l'endroit qui est infecté. Alors, je ne vais pas le détailler, ça va me prendre du temps. Vous pouvez le regarder tout seul, c'est très compréhensible. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure donc des protéines du complément. On va en dire un petit mot. On ne va pas rentrer très dans les détails parce que c'est très long comme cours, mais je vais vous donner l'essentiel pour comprendre ce que c'est que le système complément, qui est un système qui est très important dans la réaction immunitaire, que ce soit non spécifique et que ce soit spécifique. Donc, je vais vous résumer un petit peu ce système complément
et de temps en temps, on va en parler au cours du cours et ça va être plus clair. Alors, qu'est-ce que c'est que le système complément? Alors, le système complément, c'est un complexe d'une trentaine de protéines différentes. Maintenant, il y a plus d'une trentaine. Bon, surtout des protéines plasmatiques, ça veut dire des protéines qui se trouvent solubles dans le plasma, dans le sang et le plasma. Alors, ils circulent dans le sang et dans le plasma sous forme inactive. D'accord? Ils ne sont pas actifs. Ils vont s'activer séquentiellement en cascade quand il y a la présence d'un micro-organisme. Donc, ils vont s'activer en cascade, ça veut dire s'activer progressivement, des réactions en cascade. On va voir ça tout à l'heure. Mais aussi, ce sont des protéines régulatrices et des protéines réceptrices membranées. On peut en trouver au niveau de la membrane et on peut en trouver au niveau donc des protéines qui vont réguler la réaction immunitaire. Alors, ces protéines, je vous ai dit qu'elles sont inactives au départ. Elles vont s'activer par trois grandes voies. Hein. Il y a la première voie qui est la voie, ce qu'on appelle la voie classique, la voie d'activation de ces compléments. Elle intervient au cours de l'immunité spécifique. Donc, cette voie, ça se fait au cours de l'immunité spécifique. Ils sont activés par les anticorps. D'accord? Alors, c'est dans la réaction immunitaire qu'on a cette voie-là, la voie classique. Alors, vous avez une autre voie qui s'appelle la voie alterne, qui intervient au cours de l'immunité naturelle. D'accord? Alors, au cours de cette immunité naturelle, nous avons la voie alterne, qui sont, dans ce cas-là, les protéines du complément sont activées par simple contact avec la bactérie. Donc, une protéine de la bactérie, une protéine du complément va se fixer sur la bactérie de façon directe par des récepteurs ligands, comme l'histoire de TR-pompe. Donc, la protéine du complément va se fixer sur la bactérie et il y a l'activation de la protéine du complément. D'accord? La troisième voie aussi, c'est une voie, la voie s'appelle la voie des lectines. Alors, elles sont activées par la structure glycosylée des lectines qui se trouvent sur des micro-organismes. Alors, vous avez donc les micro-organismes qui ont une paroi. Sur ces parois, vous avez des sucres, des glycoprotéines, donc des structures glycosylées. Et vous avez donc des lectines qui se trouvent sur la paroi. Alors, ces lectines vont donc se fixer sur certaines protéines du complément et ils vont l'activer. Donc, nous allons avoir trois voies. La voie active qui se fait surtout dans la réaction immunitaire spécifique. Donc, la voie des lectines et la voie alterne par simple fixation et aussi la voie des lectines qui se fixe sur la paroi de la bactérie, ce qui va activer les protéines du complément. Alors, les trois voies, que ce soit la voie classique, la voie des lectines, la voie alterne, vont aboutir à une enzyme qui s'appelle la C3 convertase. Alors, cette C3 convertase, c'est une enzyme qui va couper la protéine C3, une protéine C3 du complément, en deux parties, C3A et C3B. D'accord? On va voir ça plus tard. Alors, vous allez, donc cette enzyme-là, la C3 convertase, elle va couper cette C3 en C3A et C3B. Et c'est C3B qui est très importante dans la poursuite de la réaction immunitaire. Alors ensuite, vous avez une suite de réactions qui va aboutir cette fois à ce qu'on appelle la C5 convertase. C'est une autre enzyme qui va, dans ce cas, couper une protéine qui s'appelle la C5. La C5 qui va être coupée par la C5 convertase en C5A et C5B. D'accord? On va voir après donc la C5B qui va participer dans ce qu'on appelle la formation du complexe d'attaque membranaire. Alors, la formation du complexe d'attaque membranaire, on va voir tout à l'heure, c'est un trou, un canal qui se fait dans la membrane de la bactérie et qui va faire la lyse de cette bactérie et là,
l'éclatement de cette bactérie. Donc la bactérie, c'est comme un sac. Hein, quand vous faites un trou dans le sac, hein, le contenu il va se vider et le cytoplasme va sortir, ce qui fait que la bactérie va mourir. Alors, donc, la voie ici, on va expliquer un petit peu ce que c'est que la voie classique du complément. Ça va aboutir à ce que je vous ai dit, la formation de la C3, hein, la C3 qui va être coupée par la C3 convertase, hein, qui est c'est ça sa formule. Je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez compliqué. Alors, la C3 va être coupée en C3A et C3B. Alors, cette C3B va donc se fixer sur la membrane de la C3B est un élément donc très important dans la suite des événements. Il va permettre la synthèse de l'enzyme qui va permettre de cliver la C5 en C5A et C5B. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, la C5 convertase qui va couper la C5 en C5A et C5B, ce qui va aboutir à la synthèse par d'autres réactions, à la formation de ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire. Hein. Alors, ce complexe d'attaque membranaire, ce qui s'appelle donc abrégé en CAM, le complexe d'attaque membranaire. Alors, ce complexe d'attaque membranaire c'est un port ou un trou au niveau de la membrane de la cellule, ce qui va permettre la lyse de la cellule. Alors, comment se fait cette formation de ce complexe d'attaque membranaire? Vous avez la C5 qui va être coupée par la C5 convertase en C5A et C5B. C5B qui va fixer une autre protéine C5, C6 et C7 pour donner C5B, 6 et 7, qui va fixer une autre protéine C8 qui va donner C5B, 6, 7 et 8, et qui va fixer un ensemble de protéines C9 qui sont en rouge, ce qui va faire un port au niveau de la membrane de la bactérie, ce qui va permettre la mort de la cellule par la lyse cellulaire. C'est ce qu'on appelle le complexe d'attaque membranaire qui se fait sur la membrane de la bactérie, ce qui va aboutir à la destruction de la bactérie. Donc, c'est ça à peu près le résumé du rôle du complexe d'attaque membranaire, le rôle du complexe d'attaque membranaire, le rôle des protéines du complément qui vont aider, donc qui vont aider la phagocytose, qui vont aider également la réaction immunitaire spécifique et non spécifique, qui vont l'aider pour détruire la bactérie par la formation de trous sur la membrane de ces bactéries, ce qui va aboutir à la destruction de la bactérie. D'accord? Alors, j'espère que c'est clair. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez revoir cette partie-là doucement. J'espère que j'ai été bien clair. Alors, quelles sont les conséquences biologiques de l'activation du complément? Alors, quelle est l'importance de l'activation des protéines du complément? Quel est le rôle des protéines du complément? Quel est le rôle des protéines du complément dans la réaction immunitaire? Que ce soit non spécifique ou bien spécifique. Alors, tout d'abord, vous avez la lyse. Comme on a vu tout à l'heure, ça va permettre la lyse de la bactérie par la formation du complexe d'attaque membranaire. D'accord? Donc, vous avez la lyse du complexe d'attaque membranaire, donc par la lyse de la bactérie par la formation donc, de canaux du complexe d'attaque membranaire. Ce sont des canaux qui vont se mettre au niveau de la membrane de la bactérie, ce qui va permettre sa lyse. Alors, également ici, vous avez une sorte de donc une animation que je vous demande de voir. Chercher dans l'annexe, donc ça va être la 3, je crois, dans l'annexe 3, vous allez voir cette animation qui va vous montrer comment ça se passe, cette formation du complexe d'attaque membranaire. Et si on a le temps, on peut peut-être la passer dans un TD. Alors, la première conséquence, on a dit, c'est la lyse cellulaire. Deuxièmement, c'est l'opsonisation. On en a parlé un petit peu rapidement avant. L'opsonisation, c'est quoi? Vous avez donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le C3 qui va se couper en C3A et C3B. Alors, le C3B qui va participer dans la formation du complexe
le complexe d'attaque membranaire, hein, d'accord? Alors, ce C3b, hein, qu'est-ce qu'il va faire également? Il va se fixer sur la membrane des micro-organismes. Hein. Comme pour faire le complexe d'attaque membranaire, il y a le C3b qui va se fixer sur la membrane, d'abord sur la membrane de la bactérie. Vous allez le voir dans l'animation que je vous ai montrée, ici, là, cette animation, vous allez voir comment il va se fixer et après, il y a les autres protéines qui vont venir. Alors, ce dépôt de ces protéines C3b sur la membrane de la bactérie va, d'autre part, faciliter sa phagocytose. Alors, comment ça? Vous avez donc le C3b qui va se fixer sur la bactérie et sur les phagocytes, les cellules phagocytaires, vous avez un récepteur de ce C3b. Hein, d'accord? Alors, la cellule phagocytaire, comme on va voir dans le schéma ici, alors tout d'abord, vous avez la lyse, ça on l'a déjà vu, la lyse du complexe d'attaque membranaire. Deuxièmement, l'opsonisation, ça veut dire que vous avez ici le C3b, c'est en rouge, les petits triangles qui vont se fixer sur les bactéries. Et vous avez ici une cellule phagocytaire, un phagocyte, une cellule phagocytaire qui possède des récepteurs. Ici, c'est le petit demi-cercle. Hein, ce sont donc des récepteurs de ces C3b. Alors, ils vont donc fixer le C3b qui est fixé sur une bactérie. Ça veut dire que ça va faciliter la fixation des bactéries sur la cellule phagocytaire et bien sûr, ça va faciliter sa phagocytose. Alors, cette opsonisation, ça va faciliter la phagocytose des micro-organismes par les cellules phagocytaires. Et troisième rôle, c'est l'activité pro-inflammatoire. Alors, une activité pro-inflammatoire, vous avez vu tout à l'heure que dans le schéma de tout à l'heure, que quand une bactérie rentre, ou des bactéries qui rentrent à l'intérieur, ça va se fixer sur des cellules qui vont libérer des substances, des chimiokines. Alors, ces chimiokines qui vont attirer bien sûr les cellules phagocytaires et qui vont surtout favoriser l'inflammation. On les appelle des substances pro-inflammatoires. Alors, une substance pro-inflammatoire, ça veut dire qu'il va favoriser l'inflammation, ça veut dire qu'il va activer l'inflammation. Et on a dit que l'inflammation, ça va faciliter la destruction du micro-organisme et ça va donc activer l'immunité. D'accord? Alors, vous avez donc l'activation de la réponse inflammatoire. Vous avez ici surtout donc des cellules, ce qu'on a, c'est surtout le composé C3A et C5A, hein, qui découlent, vous avez vu tout à l'heure le C3A, hein, qui découle de la coupure du C3A, du C3 en C3A et C3B, le C3B qui participe dans la formation du complexe d'attaque membranaire, et le C3A, c'est un produit qui est très chimiotactique, qui est très pro-inflammatoire. D'accord? Alors, ce produit-là, il va permettre donc l'activation de l'inflammation, hein, comme on a vu tout à l'heure. Et le quatrième rôle, je ne l'ai pas écrit, mais se trouve sur le schéma, c'est la clairance des complexes immuns. Alors, le complexe immun, quand vous avez des anticorps qui vont se fixer sur leur antigène, alors ça s'appelle le complexe immun. Alors, sur ce complexe immun, vous avez sur les anticorps, vous avez des récepteurs du C3b, vous voyez ici le C3b, qui va se fixer sur le fragment FC de l'anticorps et ça va bien sûr se fixer sur le macrophage comme ici, ce qui va permettre la clairance, ça veut dire la destruction du complexe anticorps-antigène. Ça va détruire l'ensemble. C'est ce qui s'appelle la clairance du complexe immun. Alors, vous avez donc 4 rôles principaux des protéines du complément. La lyse cellulaire, l'opsonisation, c'est la facilitation pour détruire le micro-organisme, l'activation de la réponse inflammatoire et la clairance du complexe immun. D'accord? Bon, j'espère que j'étais assez clair. Donc, ce protéine du complément, je vous ai fait un résumé, vraiment un résumé succinct parce que c'est très long. On peut faire 2 ou 3 cours, 4 cours dans ce
chapitre-là. Alors, je vous les résumer. De temps en temps, on va revenir à ces schémas-là pour mieux expliquer. Alors, en conclusion de cette partie, de la première partie sur l'immunité innée, nous avons l'immunité innée se déclenche à la première minute de l'infection. Hein. Tout de suite, quand un microbe rentre dans l'organisme, dans la première minute, il y a le déclenchement de la réaction immunitaire innée. Pourquoi? Parce que le microbe, quand il va rentrer, les bactéries, ils vont commencer à se multiplier. Quand ils vont commencer à se multiplier, il faut faire vite pour les arrêter. Et on les arrête par la réponse immunitaire innée. Donc, ça va faire intervenir des cellules phagocytaires, que ce soit des macrophages, des polynucléaires neutrophiles et aussi certaines cellules dendritiques, induit une inflammation pour recruter le maximum de cellules dans l'endroit qui est infecté pour éradiquer donc le microbe. Pour l'éradiquer, ça veut dire pour le détruire, d'accord? Alors, cette réaction immunitaire innée fait intervenir les protéines du complément. On en a parlé un petit mot, on a dit un petit mot tout à l'heure, surtout par la voie alterne. Hein. Alors, cette voie alterne qui fait intervenir donc cette fixation, la protéine du complément, quand ils vont se fixer sur la bactérie, ça va activer les protéines du complément. Ça veut dire c'est pour faciliter la phagocytose du microbe. Elle ne laisse pas de mémoire pour l'infection. Alors, cette réaction immunitaire innée, elle se fait de façon aléatoire, toujours de la même façon pour n'importe quel microbe qui rentre dans l'organisme. Vous avez toujours la même réaction immunitaire naturelle. D'accord? Vous avez toujours la même réaction immunitaire naturelle qui va se produire sans laisser de mémoire. On va voir tout à l'heure que c'est plutôt l'inverse pour la réaction immunitaire spécifique. Alors, elle active, alors si l'immunité innée n'arrive pas à détruire le micro-organisme, vous allez avoir une activation de l'immunité spécifique. Alors, ça veut dire que on va aller à une autre étape de l'immunité, ça veut dire une immunité qui va être spécifique pour l'antigène. Ça veut dire si, par exemple, le virus de la grippe qui va rentrer, l'immunité innée va se déclencher pour essayer de le détruire. Elle n'arrive pas à le détruire. Elle va déclencher une réaction immunitaire spécifique qui se fait spécifiquement contre le virus de la grippe. Elle va pas pouvoir attaquer un autre virus. Elle attaque seulement le virus de la grippe. Bien sûr, alors c'est ce qu'on appelle l'immunité spécifique. Et cette immunité spécifique, on va voir par la suite, elle va laisser une mémoire, elle va laisser des cellules mémoire, comme on a vu dans la figure numéro 1, je crois, ou la figure numéro 2, on a dit que l'immunité spécifique, elle va laisser une mémoire. Quand le micro-organisme revient une deuxième fois, il y a donc les cellules mémoire qui vont se déclencher pour détruire le microbe tout de suite. D'accord? Alors là, on a terminé la première partie A sur l'immunité innée. Hein. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu l'immunité spécifique. D'accord? Alors, cette immunité spécifique, également appelée immunité adaptative ou bien immunité acquise. Ce sont trois termes pour l'immunité spécifique. Alors, dans cette immunité spécifique, nous avons des cellules qui sont spécifiques pour cette immunité. On a d'abord les lymphocytes, on les abrège en L, hein, les lymphocytes qui sont présents dans le sang, la lymphe et dans les organes lymphoïdes, représentent 20 à 40% des leucocytes. Il y a deux types principaux de lymphocytes. Vous avez les lymphocytes T, LT, et des lymphocytes B, LB. D'accord? Alors, ce sont donc deux lymphocytes qui sont spécifiques pour l'immunité spécifique. On ne les retrouve pas dans l'immunité non spécifique. D'accord? Une fois que vous voyez les lymphocytes T et les lymphocytes B, alors vous allez penser que tout de suite, vous êtes dans l'immunité spécifique. Ils ont le même aspect à la microscopique optique, et la formule leucocytaire ne le distingue pas. Et la formule leucocytaire ne le distingue pas. Ça veut dire, au microscope optique, ils sont pareils. On peut les distinguer par les différentes populations lymphocytaires. On peut les distinguer
par leurs protéines membranaires, hein, donc des protéines membranaires qui s'appellent des CD. On en a parlé tout à l'heure au dernier cours. Il y a donc des protéines, des marqueurs membranaires qui s'appellent des CD, hein, et qui ont plusieurs fonctions. Ils peuvent être fonctionnels et aussi ils représentent une identité de la cellule. Ce sont donc des CD, on les voit sur la membrane de. Alors, les lymphocytes T ont des CD qui sont différentes des lymphocytes B. On va les détailler plus tard. Les lymphocytes T et les lymphocytes B doivent leur nom à l'origine où se fait leur maturation. D'accord? Alors là où se fait la maturation, hein, c'est ça qui leur donne le nom. Alors le thymus pour les lymphocytes T. Alors le thymus, les lymphocytes T vont devenir mûrs dans le thymus. Et dans la moelle osseuse, l'équivalent humain de la bourse de Fabricus des oiseaux pour les lymphocytes B. Alors les lymphocytes B, ils vont devenir mûrs dans la moelle osseuse, qui est l'équivalent de ce qu'on appelle la bourse de Fabricus pour les oiseaux. On va voir un schéma tout à l'heure. Alors, les caractéristiques des lymphocytes, les lymphocytes B et T sont des cellules effectrices de l'immunité spécifique. Ça veut dire que ce sont des cellules fonctionnelles. Elles vont avoir un effet, elles vont avoir une fonction, elles vont avoir un rôle dans l'immunité spécifique. On va le voir par la suite. Alors, l'immunocompétence d'un lymphocyte dépend de la synthèse d'un récepteur membranaire spécifique pour un antigène. Alors, ça veut dire que ces lymphocytes B et ces lymphocytes T vont synthétiser des récepteurs membranaires pour l'antigène. L'antigène, je vous le dis tout de suite, on a un antigène, ça veut dire un micro-organisme extérieur. Donc, ça s'appelle un antigène, ça veut dire qu'il va produire une réaction immunitaire. Chaque lymphocyte porte un récepteur qui identifie un motif chimique, peptide de 8 à 15 acides aminés ou polysaccharides de 5 à 6 sucres, appelé un déterminant antigénique ou bien épitope. Déterminant antigénique ou bien épitope. D'accord? C'est quoi? Alors, vous avez donc ici, vous avez ici une membrane, hein, la membrane d'un lymphocyte. Alors, un lymphocyte qui possède un récepteur membranaire, hein, un récepteur membranaire, et sur l'antigène, sur le microbe par exemple, on l'appelle antigène, il y a une partie protéique qui s'appelle l'épitope, et c'est cette partie qui va se fixer sur le récepteur du lymphocyte B ou bien du lymphocyte T. D'accord? C'est comme l'histoire d'une clé et d'une serrure. D'accord? Hein? Vous avez ici une serrure, c'est le récepteur, il a une forme dans l'espace, une forme spatiale. Et là, la clé, elle a une forme spatiale qui va rentrer dans le récepteur. C'est comme la clé et la serrure. Donc, reconnaissance de l'épitope par le récepteur du lymphocyte. Alors, on l'appelle un épitope. C'est la partie qui va se fixer sur le récepteur du lymphocyte T ou bien du lymphocyte B. L'ensemble des récepteurs différents portés par les lymphocytes définit le répertoire immunologique d'un organisme. Hein? L'ensemble des récepteurs différents portés par les lymphocytes. Vous avez donc les lymphocytes qui portent un ensemble de récepteurs pour l'antigène. Hein, ça s'appelle un répertoire immunologique. Vous avez, on estime à 10 puissance 7, ça veut dire 10 millions de récepteurs différents qui se trouvent à la surface d'un lymphocyte. Donc d'un lymphocyte T ou bien d'un lymphocyte B. D'accord? Vous avez donc 10 millions de récepteurs, c'est énorme. D'accord? Alors maintenant, on va rentrer dans les détails des différentes lymphocytes. On commence par les lymphocytes B, hein, qui vont devenir mûrs dans la moelle osseuse. Les récepteurs pour l'antigène s'appellent le BCR. B, donc c'est comme si c'était lymphocyte B, CR, récepteur, BCL, récepteur. Alors ici, un lymphocyte B, et vous avez un récepteur qui se trouve sur la membrane, hein, ça s'appelle BCR. Et ça, c'est un antigène qui possède des épitopes
qui vont se fixer spécifiquement sur le récepteur du lymphocyte B. Donc, alors, dans le cas du lymphocyte B, ce récepteur, c'est une immunoglobuline M ou bien une immunoglobuline D. Alors, on va voir, donc c'est un anticorps, hein, comme un anticorps qui se fait contre un antigène. C'est un anticorps de type M, on va voir, et aussi un anticorps de type D. Il y a deux types, il y a 5 types d'immunoglobulines. Là, vous allez avoir sur la membrane des lymphocytes B des immunoglobulines M et des immunoglobulines D, hein, et des immunoglobulines D. D'accord? Avec M et D. Alors, bien sûr, sur ces immunoglobulines, ces récepteurs vont se fixer des antigènes. À la surface de chaque lymphocyte B, on trouve environ 10 puissance 5 molécules de BCR. Alors, sur un lymphocyte B, on trouve 100 000 molécules de BCR, ça veut dire 100 000 molécules d'anticorps D ou bien M. Donc, c'est énorme, 100 000 récepteurs qui peuvent fixer des antigènes. Vous voyez, c'est énorme. Subhanallah. Alors, toutes ces molécules sont identiques. Hein? Toutes ces molécules sont identiques. Chaque lymphocyte B ne synthétise qu'une seule variété d'immunoglobulines. Ça veut dire que sur un lymphocyte B, vous avez 100 000 récepteurs immunoglobulines qui vont reconnaître un seul antigène. Si c'est une protéine A, ça va se fixer seulement la protéine A. Si c'est une autre protéine B, elle ne peut pas se fixer. Donc, ces anticorps, ces récepteurs sont spécifiques pour un seul antigène. Il faut se mettre ça en tête. Alors, chaque lymphocyte B, il reconnaît un seul antigène. Bien sûr, on a à peu près 100 000 récepteurs, ça veut dire qu'ils peuvent se fixer sur 220 000 antigènes parce que chacun peut fixer un seul antigène. Alors, toutes ces molécules sont identiques. Chaque lymphocyte B ne synthétise qu'une seule variété d'immunoglobulines. Un lymphocyte B ne reconnaît qu'un seul épitope. Vous voyez ici, un seul épitope. Ceux-là, ils sont identiques, ils se ressemblent. Donc, ils vont se fixer sur deux récepteurs. D'accord? Il est capable de ne reconnaître qu'un seul épitope. Ça veut dire que un lymphocyte B ne reconnaît qu'un seul antigène. Il ne peut pas reconnaître d'autres antigènes, hein, bien sûr. Alors, la reconnaissance de l'antigène par le récepteur BCR, les lymphocytes B reconnaissent directement les antigènes. Alors, ces lymphocytes B, comme on a vu ici, ils vont fixer directement l'antigène. Ça, c'est un antigène avec des épitopes. Il va le fixer directement. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire, comme pour le lymphocyte T qu'on va voir par la suite. Le lymphocyte B peut reconnaître directement l'antigène. Alors, le BCR, donc, il peut reconnaître directement les antigènes, ou bien qu'ils sont solubles dans le sang et la lymphe. Hein. Donc, ces antigènes qui peuvent circuler dans le sang et la lymphe, ils sont solubles, ça veut dire qu'ils ne sont pas fixés à des membranes. Il peut les reconnaître solubles, hein, ils sont solubles, ils peuvent se fixer dessus, d'accord? Il reconnaît également des lymphocytes, des antigènes qui sont circulants dans le sang, hein, d'accord, dans le milieu intérieur. Et il peut reconnaître également des antigènes qui sont particulières, ça veut dire qu'ils sont fixés sur des membranes. Ça veut dire que c'est la membrane d'un parasite, la membrane d'une bactérie, la membrane d'un virus, la membrane d'une cellule. Donc, le lymphocyte P peut également reconnaître un antigène qui est fixé sur une membrane. D'accord? Une membrane cellulaire. L'antigène possède le plus souvent plusieurs déterminants, comme on a vu tout à l'heure, antigéniques différents. Un antigène est une mosaïque d'épitopes et sera donc reconnu par plusieurs types de lymphocytes B différents. Alors ici, vous avez un antigène, là, on a représenté deux épitopes qui sont identiques, mais sur un antigène, vous allez avoir plusieurs épitopes qui sont différents, hein, qui sont circulaires ici, qui sont carrés, qui sont, je ne sais pas, comme un triangle, etc. Hein. Alors,
Donc, un antigène, il peut avoir plusieurs épitopes différents. Ça veut dire qu'il y aura plusieurs types de lymphocytes B qui vont se fixer dessus. Lymphocyte B1, lymphocyte B2, lymphocyte B3, lymphocyte B4, donc plusieurs. Ça veut dire, ça c'est pour augmenter les chances de reconnaître une protéine. Donc une protéine peut être reconnue par plusieurs lymphocytes B qui sont différents, qui sont spécifiques pour des épitopes différents. D'accord? Le lymphocyte B exprime les molécules de CMH de classe 1, hein, donc excuse parce que c'est une cellule comme les cellules du corps, elle possède donc les CMH de classe 1 et elle possède également des CMH de classe 2. Alors, une autre propriété de lymphocyte B, c'est qu'elle peut jouer le rôle d'une cellule présentatrice d'antigènes. Ça, c'est quelque chose de nouveau, qui est extraordinaire. Donc là, le lymphocyte B, il peut reconnaître l'antigène pour stimuler la réaction immunitaire spécifique et également, il peut prendre l'antigène, l'internaliser, le découper et le présenter dans une molécule de CMH de classe 2, comme une cellule phagocytaire, comme un macrophage, comme une cellule dendritique, d'accord, comme un polynucléaire neutrophile. Donc, il peut jouer le rôle d'une cellule présentatrice d'antigènes. Alors, il y a d'autres choses. Il possède également des récepteurs pour le complément, hein, comme on a vu tout à l'heure le macrophage qui possède des récepteurs pour le C3b. Là également, le lymphocyte B possède des récepteurs pour le C3b comme un macrophage. D'accord? Il possède également des récepteurs pour le fragment FC des immunoglobulines G, récepteur FC, un récepteur du fragment FC des immunoglobulines G, comme le macrophage. Alors, tout cela pour augmenter le pouvoir de fixer l'antigène sur le lymphocyte B, qui dans ce cas-là peut jouer le rôle d'un cellule phagocytaire et qui peut également présenter l'antigène aux lymphocytes, à d'autres cellules immunitaires pour déclencher la réaction immunitaire spécifique. Alors là, on a commencé le lymphocyte B, hein, d'accord? Bon, j'espère que j'étais assez clair. C'est un élément qui est très important dans la réaction immunitaire spécifique. Alors, on a fini le cours numéro 4 et on va donc la prochaine fois continuer la réaction immunitaire spécifique par les lymphocytes T. Et j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit, que je n'étais pas assez pressé. Alors, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez revoir votre cours doucement. Vous pouvez arrêter le film de temps en temps pour comprendre. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer dans la plateforme ou bien dans mon site perso ou bien dans mon email personnel. Je peux répondre à vos questions et je vous remercie. J'espère que j'étais assez clair.